Very good. Voilà. Alors, je voulais vous donner justement, si vous voulez, une certaine tournée pour avoir une idée de thèse doctorale et comment ces thèses doctorales sont rédigées. Il y a la culture française qui a une certaine façon de pouvoir présenter les thèses de doctorat. Et il y a aussi, pas ce que j'appellerais une culture américaine, parce qu'il n'y a pas de culture américaine. Il y a des individualités aux États-Unis, et puis ce ne sont pas, c'est vraiment, c'est douteux de parler de la culture américaine parce qu'elle n'existe pas. C'est pratiquement une mosaïque de culture que vous avez ici aux États-Unis. Et il y a la version américaine que pratiquement je préfère, qui est la plus facile. Et de toute façon, vous n'êtes pas limité à une certaine version. J'aimerais que vous ayez des idées de ces deux versions et puis voir quelle est la version qui vous est plus facile, qui vous est plus abordable, plus simple, n'est-ce pas? Et une autre chose que je voulais aussi ajouter, c'est que il y a beaucoup parmi vous qui cherchent des directeurs de thèse. Finalement, il faut commencer très tôt. Maintenant, c'est le moment de commencer. Mais avant que vous commencez à écrire aux autres professeurs, qu'ils soient votre directeur de thèse, présentez à ce professeur quelque chose que vous avez déjà fait sur votre thèse. Est-ce que vous avez rédigé la problématique? Est-ce que vous avez une revue de littérature sur laquelle vous travaillez? Est-ce que vous avez une idée de la méthode? Tout cela doit être écrit et pas seulement dire soit mon directeur de thèse. Ça n'a rien à voir. C'est comme on dit en anglais, you have to bring something to the table. Tu dois amener quelque chose sur la table. Et vous allez commencer à travailler sur ce document. Et pas seulement dire, je veux que vous soyez mon directeur de thèse. Ça ne veut absolument rien dire. Par exemple, je serai très réticent de pouvoir accepter quelqu'un qui me dit qu'il voudrait faire une thèse avec moi, que je sois son directeur, et qui n'a rien lu sur le sujet. J'aimerais, aux États-Unis, ce que je fais, c'est que quand un étudiant me sollicite, je lui dis, la première chose que tu dois m'amener, c'est une bibliographie annotée d'au moins 50 livres que tu as lus dans ce domaine. 50 livres, ça, s'y inclut des articles, puis tout ça. Mais c'est la première chose, c'est le premier point de départ. Parce que si vous n'avez pas lu, je ne peux pas commencer à travailler avec vous. Vous devez d'abord lire abondamment dans les sujets. Oui, je sais que c'est un travail difficile, mais c'est ça. C'est un choix que vous faites. Si vous voulez être docteur, vous devez y travailler. Et sérieusement. Vous devez être. Ça, ce n'est pas, ce n'est pas une production de doctorat ici. Vous devez travailler sérieusement. Comme ça, votre doctorat a une certaine réputation, que ce soit en Haïti, aux États-Unis, en Europe. Mais vous devez être spécialiste dans le sujet que vous voulez aborder. Alors, c'est toujours ma démarche. 50 livres et une bibliographie à noter. Alors, je commence par revoir la bibliographie. Je vois si vous avez cité de grands travaux qui ont été faits dans ce domaine. Et alors, on peut commencer à travailler. Autrement, mais simplement me dire, soyez mon docteur de thèse, ça marche pas avec moi. Ce que j'aimerais voir, c'est que voilà ce que j'ai relu jusqu'à présent au sujet de mon doctorat. Peux-tu travailler avec moi? Alors, on a quelque chose à pouvoir utiliser. On peut commencer quelque part. Autrement, choisir un doctorat d'été sans que vous n'y travaillez, ça, c'est une perte de temps. Alors, vous pouvez commencer avec n'importe quoi. Vous pouvez commencer avec la problématique. Vous avez rédigé, vous pouvez commencer avec une revue de littérature. Vous pouvez même commencer avec la méthode. Par exemple, si vous décidez d'employer, par exemple, une méthode quantitative, ou vous décidez d'employer, par exemple, une méthode qualitative, vous voulez faire une ethnographie et tout ça, ça pour le faire plus tard. Mais vous devez présenter à votre docteur, à votre responsable de thèse quelque chose qui est déjà rédigé. Autrement, vous perdez votre temps. On a vu des étudiants qui sont venus ici, ils ont travaillé, et à la fin, ils ont envoyé leur doctorat de thèse. C'était même pas la mesure, c'était même pas écrit en français. Ça, on ne peut pas accepter ça, on rejette ça. Les thèses s'écrivent en français. Vous avez aussi l'opportunité de faire votre thèse en anglais. Si vous êtes proficient en anglais, vous pouvez faire votre thèse en anglais. Elle va être acceptée, il n'y a pas de problème.
Les gens sont pratiquement bilingues ici à l'UNIFOCA. La plupart des professeurs sont bilingues. Voilà. Alors ça, c'est un conseil que je voulais vous donner. Alors maintenant, je vais essayer de partager mon écran. Mais avant de continuer, est-ce qu'il y a des questions? Vous avez des questions à poser sur ce que je viens de dire? Oui, Rosette. Oui, oui, bonsoir pour ça. J'ai- Bonjour. J'aimerais, ok, bonjour. J'aimerais savoir s'il y a un nombre de pages définies pour la thèse. Est-ce qu'elle doit être volumineuse ou alors qu'est-ce qui est le plus important, c'est quantité, qualité? Qu'est-ce qu'il faut comprendre au préalable avant de rédiger? La qualité, la chose la plus importante. Vous avez des thèses de doctorat de 600 pages qui pratiquement valent rien du tout. Et il y a des thèses de doctorat de 110 pages qui sont très, très bien faits. Alors, c'est une question de qualité. On insiste sur la qualité, c'est pas sur le nombre de pages. Voilà. Autre question? Voilà. Bon, alors, nous allons nous embarquer sur notre... oui, Conan, Lucien, que fit? Oui, merci, professeur. Oui, Alors, à la suite de la consoeur, je voulais poser une question. allez-y. Alors, est-ce que l'UNIFOCAD pourrait nous recommander, par exemple, des bibliothèques ou bien des revues où nous pourrons avoir, par exemple, des articles ou bien des livres sérieux pour Mhm. pouvoir déjà commencer le travail? Absolument. Ça, c'est pratiquement question de l'unifocale de faire, mais aussi, vous pouvez commencer avec une correspondance avec des professeurs. Si par exemple vous avez des questions, et les professeurs peuvent suggérer des livres, des articles, des choses que vous pouvez lire. Ça peut être fait. Oui, oui, oui. Si vous avez, je sais que dans nos pays en développement, c'est pas toujours facile de pouvoir avoir accès à des livres, des articles. On vous demande de payer, c'est trop cher. Mais par exemple, si vous avez un sujet, vous êtes intéressé dans ce sujet, un professeur peut aussi vous aider à pouvoir trouver ce livre, trouver par exemple des articles qui peuvent être que vous pouvez utiliser pour votre projet de thèse. Oui, ça peut être fait. Oui. Oui. Et Rosette? Oui, pour ça, je reviens pour demander si, est-ce qu'il n'est pas important déjà d'avoir une bonne formulation du sujet de thèse avant de s'engager dans le travail? Peut-être de peur de commencer à évoluer et qu'après, lorsqu'on présente au directeur, ils disent que non, peut-être on avait pris une mauvaise orientation, on aurait dû peut-être choisir autre chose. Est-ce que c'est pas déjà mieux qu'on puisse déjà définir le sujet en question. Et là, maintenant, les étudiants, avec les différents directeurs, je pense, et l'UNIFOCAT, et là, maintenant, on peut se mettre vraiment au travail, sachant que on n'est pas dans la mauvaise direction. C'est-à-dire, une très très bonne question. Bon, à Rosette, c'est qu'il faut faire, c'est que quand vous avez commencé à travailler sur la problématique, par exemple, de votre sujet, au moins vous avez quelque chose sur laquelle vous pouvez travailler. Vous pouvez aller dire à votre, même si c'est dans une autre direction, mais au moins vous avez un document sur lequel vous travaillez. Et alors, votre directeur de thèse peut vous guider. Par exemple, dans la simplification du sujet, par exemple, en vous demandant de pouvoir fignoler, hein, le sujet, comme ça, il est vraiment très, très clair. Alors, vous pouvez travailler avec le professeur, mais la chose la plus importante, c'est que vous ayez quelque chose sur laquelle vous travaillez. Et même si vous êtes dans une autre direction, le professeur peut toujours vous corriger. Et ça, c'est plus facile à faire plutôt que de rédiger une chose qui est tout à fait nouvelle. Oui, n'hésitez pas à commencer à travailler. N'hésitez pas à écrire. Écrivez. Et le professeur va travailler avec vous. Mais vous avez au moins quelque chose à présenter. En fait, je lisais votre problématique et il y a des très très bonnes choses là. Et le rôle du directeur, c'est de pouvoir vous guider. Parfois, il faut changer un peu de direction parce que une thèse évolue, n'est-ce pas? C'est une danse. C'est une danse. Alors, ça change de temps en temps, mais ça, ne soyez pas intimidés par le changement parce que ça fait partie du procès de thèse de doctorat. Il y a les choses changent et parfois ça change. Ça commence avec une question spécifique
Et la question peut bifurquer, aller dans une autre direction et vous continuez à suivre. Mais c'est ça, à moins vous avez quelque chose sur laquelle vous travaillez. Et pas de dire, je veux simplement faire une thèse de doctorat et vous êtes là à attendre. Oui, oui. Ok, merci pour ça. Et soyez pas intimidés par le changement. D'autres questions? Bon, alors, je vais partager mon écran alors. Question, professeur. Oui, allez-y. Oui, merci, professeur. Oui, il nous a été demandé d'écrire à un groupe d'enseignants. Bon, vous dites qu'on n'a pas été intimidé, mais parfois quand on écrit, on n'a pas de réponse parce qu'on ne sait pas quelle est la période d'attente qu'il faut faire ou alors quelle est la procédure. Bon, nous sommes un peu, Oui, allez-y, Jules. comme c'est une nouvelle expérience, nous sommes un peu embarrassés, quoi, pour ça. Ah, Jules, ne soyez pas embarrassé parce que nous sommes ici pour apprendre. Et n'hésitez pas à contacter les professeurs. Et s'ils ne répondent pas, nous allons nous assurer qu'ils vous répondent, n'est-ce pas? Et une bonne chose à faire quand vous écrivez, quand vous contactez un professeur, copiez-nous sur votre message. Comme ça, si le professeur ne vous répond pas, nous pouvons contacter le professeur. Enfin, peut-être que le professeur a de problèmes, parce qu'on peut le contacter. C'est question de contact, de communication. Ça, c'est très essentiel. Sans communication, c'est impossible de faire une thèse de doctorat. Hein. Mais alors, écrivez au professeur, copiez les recteurs. Comme ça, nous pouvons vous aider à pouvoir établir le contact. Parfois, ils n'ont pas reçu de message. Parfois, peut-être qu'ils n'ont pas fait attention. Mais je ne crois pas que c'est une mauvaise foi. Non, je ne crois pas. Ne soyez pas intimidés. Contactez, vous voulez aider. Nous sommes là pour pouvoir travailler avec vous. C'est pour cela que nous sommes payés. Voilà. Alors, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Alors, quand vous envoyez votre message, copiez le recteur. Comme ça, le recteur sait que vous avez envoyé un message à ses professeurs. Et ce professeur va vous répondre. Oui, Merci, professeur. pas de problème. Bon, alors, je vais essayer de revenir sur mon écran et partager. Ah, voilà. Voilà. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Oui, professeur. Oui, pour ça. Voilà. Bon, alors, simplement pour vous rappeler que nous sommes à l'UniFOCAD et ce cours est appelé, c'est pratiquement, c'est pas un cours, c'est pratiquement un atelier de recherche. Euh, L'objectif de cet atelier, c'est de vous donner la possibilité de pouvoir avoir un brouillon sur votre thèse que vous êtes en train de présenter. Nous sommes ici pour vous engager dans des projets pratiques. Vous pouvez commencer à rédiger certaines parties de votre projet de thèse. N'est-ce pas? Alors, je commence par vous donner une structure générale d'une thèse de doctorat et ce que j'appellerai ici la version française. Et vous trouvez cette version quand vous allez dans des universités françaises, que ce soit en Europe, en France, ou que ce soit par exemple dans du pays francophone. Cette version est une des versions qui est très populaire. C'est comme ça que les gens présentent leur thèse de doctorat. Quand vous regardez une dissertation, par exemple, qui est faite à la Sorbonne ou dans d'autres universités, la première chose que vous avez sur votre thèse, quand vous le voyez, c'est d'abord vous avez une couverture et une page de garde. C'est ça. Et je vais expliquer ce qui est conscient pratiquement chez nous. Vous avez couverture et page de garde. Ça, c'est quelque chose que vous avez. Euh, L'introduction. Vous avez le domaine de recherche. Quand je parle du domaine de recherche, c'est la partie théorique. C'est la partie qui aussi
qui contient la revue de littérature sur le sujet. Et ça, ce sont les choses sur lesquelles vous commencez à travailler. Vous n'avez pas à attendre un directeur de thèse pour vous dire, allez lire ceci. Commencez à trouver, vous avez des livres, vous avez des revues, vous avez des articles, vous pouvez commencer à lire. Et chaque fois quand vous lisez un article ou un livre, faites un petit sommaire de l'article ou du livre. C'est ce que ça s'appelle en anglais ça, un abstract. Un petit sommaire qui vous donne une idée du livre. Qu'est-ce que vous avez dans ce livre? Quelles sont les théories? Quelle est la littérature? Et puis, quand vous commencez à lire un livre, ça peut facilement vous conduire à la revue de littérature, puisque dans ces livres, il y a d'autres documents qui sont cités. Et vous pouvez commencer à choisir ces documents et voir. Par exemple, il y a parfois des documents qui reviennent, qui sont toujours cités dans tous les livres. Alors, ça vous donne déjà une idée, c'est que ce document, cet article est important. Par exemple, quand vous allez à l'Internet, par exemple, que vous cherchez un article, on vous dit combien de fois cet article a été cité. Alors ça, c'est une partie que les gens parfois oublient de voir. Si un article est cité 5000 fois, c'est que cet article est un article d'envergure. C'est un article qui est très important, que vous devez pouvoir considérer et pas rejeter. Alors ça, c'est très important. Alors ça, quelque part, vous pouvez commencer votre thèse de doctorat en commençant par faire une revue de littérature. Ça, c'est quelque chose qui vous est donné. Pour faire ça, vous n'avez pas à attendre votre directeur de thèse pour vous dire allez faire une revue de littérature. En fait, ça doit être un outil que vous utilisez pour pouvoir choisir votre directeur de thèse parce que il peut être une personne ou elle peut être une personne qui a beaucoup d'expérience dans ce domaine. C'est pas? Alors, la personne peut facilement vous guider quand vous avez déjà une littérature établie. Ça, c'est très important. Et puis, après le domaine de recherche, vous avez la partie empirique. La partie empirique, c'est pratiquement là où vous avez fait votre recherche. Vous avez, par exemple, à parler aux gens, par exemple, vous avez fait des observations, vous avez fait des expériences et tout ça, mais la partie empirique présente votre travail concret que vous avez fait dans le terrain, ou sur le terrain, n'est-ce pas? Ça, c'est la partie empirique. Et par exemple, les interviews, j'ai fait des observations, j'ai fait des interventions, tout ça, c'est là que c'est décrit. Mais je serai un peu plus clair avec ça, comme la session continue. Après la partie empirique, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une conclusion. Généralement, aux États-Unis, nous n'utilisons pas le terme conclusion, mais on utilise le terme, par exemple, summary, par exemple, un sommaire. Parce que une étude est difficile à conclure, parce que ça continue. En fait, dans votre dernière partie, vous faites des recommandations pour des études prochaines. N'est-ce pas? Alors, ça, c'est tout simplement en français la conclusion. Et après la conclusion, vous avez évidemment la bibliographie pour éviter le plagiat. Très important de vous citer les ressources que vous avez utilisées. Vous pouvez prendre toute une page d'un ouvrage, d'un article, mais il faut citer. Alors, vous n'aurez pas de problème du tout. Mais si vous avez toute une page et vous ne citez personne, vous prétendez que ça c'est venu de votre tête, alors là, vous commencez à faire du plagiarisme. Alors pratiquement, avec ça, vous ne pouvez pas avoir votre doctorat. C'est impossible. Et puis, les autres documents qui viennent sont les annexes. Et tous d'autres documents que vous pouvez mettre dans votre thèse, que vous voyez qui sont importants euh, pour les lecteurs de pouvoir comprendre d'où vous venez, qu'est-ce que vous avez fait. Ça, c'est dans l'annexe. Oui. Alors, vous avez toutes sortes d'annexes, ce sont parfois des questionnaires, toutes sortes de choses. Alors, ça, c'est vraiment, si vous voulez, c'est simplement que des choses, euh, si vous voulez, c'est une construction, c'est une idée de ce que une thèse contient. Généralement, que ce soit quand vous parlez de la version française, on parle de ça. Ouverture et page de garde, l'introduction, domaine de recherche qui comprend la partie théorique et la revue de littérature, la partie empirique, votre travail dans le champ, la conclusion, la bibliographie et les annexes. Alors ça, c'est une vision très énorme.
Alors, ça, c'est aussi, si vous voulez, une autre... ça, c'est la version américaine. Si vous étiez dans une université américaine et que vous devez faire une thèse de doctorat, vous avez 6 étapes pratiquement à pouvoir adresser, n'est-ce pas? Euh, aux États-Unis, nous procédons comme ceci. Nous procédons avec les chapitres. Vous avez le premier chapitre, Chapter 1, Introduction, Overview and Statement of the Problem. Dans l'introduction, dans le premier chapitre de votre thèse, vous devez donner une introduction. Je vais aussi développer tout ça. Alors, maintenant, je vous donne simplement, je vous donne simplement un synopsis de ce que vous devez avoir dans votre thèse. Une introduction. Vous faites une introduction du sujet. Vous parlez du sujet. Et ce qui s'appelle overview, c'est-à-dire pratiquement un aperçu large. Et vous présentez votre problématique en introduction. C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire? Quel est votre problème? Voilà. En un mot. Chapitre 1, quel est le problème? Et vous devez essayer de pouvoir répondre à cette question. Répondre à cette question de façon solide, claire et vraiment consistante. Après cette partie, qui est le premier chapitre, vous allez au second chapitre, chapter 2. Second chapitre, ça, c'est ce qu'on appelle la revue de littérature. Review of Literature. Alors, là aussi, il y a beaucoup de choses à considérer. Comment faites-vous une revue de littérature? Et l'idée est que la plupart des gens, quand ils parlent de revue de littérature, ça veut dire lire et citer. Lire et donner un sommaire. Non, ici, une revue de littérature, c'est une revue de littérature qui est intégrée. C'est pas une question de citer nécessairement tout le monde, c'est une question de pouvoir intégrer les différents arguments, les différentes perceptions qui émergent de la littérature. Par exemple, si tu vois par exemple 4 auteurs qui parlent d'un sujet, c'est bien de lui dire cet auteur parle d'ici, l'autre auteur nous dit ceci, troisième et quatrième. Mais comment vous mettez toutes ces perceptions ensemble? Comment vous le combinez? Comment vous créez une soupe de tout ça? Soupe, je ne veux pas être péjoratif, mais c'est-à-dire c'est une question d'avoir une littérature qui est intégrée. Ce n'est plus long que, c'est plus long une question de pouvoir citer simplement, mais c'est une question de pouvoir intégrer, prendre les idées qui jaillissent de la littérature. Les idées qui viennent, par exemple, d'un écrivain francophone ou bien d'un écrivain anglophone ou bien d'un écrivain lusophone, essayer de les mettre ensemble. Comment ces idées émergent? Est-ce que ces idées viennent ensemble? Ou ces idées se cartent les unes des autres? C'est à vous à pouvoir intégrer et nous dire quelle est la danse de la littérature? Qu'est-ce qui se passe dans la littérature? Ça, c'est dans Chapter 2. Et ça, c'est un chapitre qui est vraiment difficile à écrire. Pourquoi? Parce que la plupart des gens simplement vous donnent le nom de l'auteur, ils citent l'ouvrage et vous donnent un sommaire du contenu. Et si ce n'est pas cette question, c'est une question de pouvoir intégrer. C'est-à-dire que vous devez approcher cette littérature avec critique. Et critique ne veut pas dire ce qui est mauvais, ça veut dire avec une réflexion. C'est ce que Paulo Freire appelle le praxis. Vous faites une revue de littérature, vous réfléchissez sur cette littérature, vous donnez aussi votre avis sur cette littérature. Ce n'est pas seulement une question de citer. Alors, il faut beaucoup travailler mentalement pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe. Ce n'est pas seulement une question de lire. C'est lire et réfléchir, lire et critiquer, lire et défendre, lire et comprendre. Ça, c'est très, très important, cette partie. C'est ce qu'on appelle en anglais Chapter 2, Review of Literature. Alors, il y a alors le troisième chapitre. Troisième chapitre, très simple, Method. C'est là que vous expliquez la méthodologie. Qu'est-ce que vous utilisez? Est-ce que vous utilisez une méthode quantitative?
Est-ce que vous utilisez une méthode qualitative? Est-ce que vous utilisez une méthode critique? Qu'est-ce que vous utilisez? C'est à vous à pouvoir expliquer cette méthode. Et pourquoi vous utilisez cette méthode? Il faut expliquer, j'utilise cette méthode, pourquoi? Parce que blablabla. Bla, 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 bla. Parce que c'est la méthode qui me permet de pouvoir capturer ce que les gens disent. Je voulais comprendre cette réalité du point de vue des habitants de ce territoire, du point de vue des travailleurs dans cette société, du point de vue des travailleurs dans cette organisation. Alors, c'est à vous de pouvoir expliquer votre méthode et être très, très clair, très, très détaillé ce que vous allez faire. Quatrième chapitre. Dans le quatrième chapitre, vous expliquez le résultat. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Qu'est-ce que vous avez découvert? N'est-ce pas? Et vous avez tous les résultats et vous dites, bon, ça, c'est ce qui a été trouvé. Quand vous avez fini ce chapitre 4, chapter 4, vous avez présenté tous les résultats. Voilà ce que j'ai trouvé quand je fais mes recherches. Voilà ce que j'ai trouvé après mes entretiens avec les participants de cette recherche. Et parce que dans la méthode, vous allez pouvoir expliquer, par exemple, votre échantillon et tout ça, mais on va y revenir plus tard. Vous avez expliqué vous avez présenté vos résultats, et alors, vous avez chapitre 5, peut-être le chapitre le plus important, c'est une interprétation cohérente de vos résultats, de ce que vous avez trouvé. C'est-à-dire que vous répondez à la question, qu'est-ce que ça signifie? Vous avez eu tous ces résultats. Alors, la question, c'est qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça vous présente? Comment vous interprétez les résultats? Et c'est là que les gens, par exemple, ont la possibilité de pouvoir ajouter à la littérature existence des nouvelles interprétations qu'ils ont eues de leurs recherches. C'est comme ça que vous découvrez. Ce n'est pas que vous découvrez quelque chose de nouveau, mais que vous découvrez quelque chose et vous donnez une interprétation particulière. Peut-être une interprétation qui n'a pas été présentée ici. C'est ce qu'on appelle en anglais using a lens. C'est-à-dire que nous pouvons voir, par exemple, un phénomène et l'expliquer de façon différente. Quand on parle de la phénoménologie, deux personnes observent une situation et chaque personne a une interprétation. Les deux interprétations sont compatibles. C'est-à-dire que c'est un problème, c'est important de voir des situations de façon différente. Et une situation ne peut être vue de façon monologue. Elle peut être vue de façon tout à fait différente. Une façon plus réalistique de voir la situation. Et c'est ce que vous apportez à la recherche. Et c'est ça votre contribution. Votre contribution n'est pas nécessairement de découvrir quelque chose de nouveau qui n'a pas existé, mais votre contribution peut être la façon dont vous aurez interprété un phénomène que vous avez observé. Et c'est là où on parle de coherent interpretation, une interprétation cohérente. Et ça, c'est la chose la plus facile. Généralement, les gens finissent avec la présentation des résultats et puis une conclusion. Oh non, non. Parce que vous avez présenté les résultats, et vous n'avez pas dit ce que ça signifie. Et alors ça, votre thèse de doctorat n'est pas terminée là, à la présentation des résultats. Alors, le chapitre 6, le dernier chapitre de votre thèse, c'est comme on dit, comme j'ai écrit là-bas, summary. Parce que nous avons toujours l'idée que la recherche continue. Quand une recherche a été déclenchée, elle continue, elle ne finit pas. C'est pour cela que le mot conclusion n'est pas tellement utilisé. Mais parfois, il y a des gens qui utilisent le mot conclusion. Parfois, c'est tunisien. Alors, parfois, l'autre mot qui est utilisé, c'est implications. Et puis aussi, dans cette dernière partie, nous parlons des limitations de la recherche et quelles sont les recommandations que vous faites pour la recherche future. Alors, ça, c'est la version américaine des thèses de doctorat. Et je crois que cette version est plus directe, simple et claire. Et la version française, elle est aussi claire. Alors, ça dépend des positions d'avis.
Mais alors, je voulais que vous présentiez ici, comme ça, vous avez une idée, c'est que les autres font. Mais vous allez voir que les grandes catégories dans chaque thèse de doctorat sont les mêmes, que ce soit dans le pays anglophone ou le pays francophone. Alors, j'aimerais savoir si jusque-là, il y a des questions que les gens veulent me poser. Ah, Justine? Oui, professeur, merci pour la parole donnée et merci infiniment pour le développement que vous venez de faire autour de la présentation de notre sujet de thèse, de Mhm. notre thèse. Oui, j'ai une question, professeur. J'aimerais savoir si la présentation que vous venez de faire, là, c'est une ossature qui ne peut pas connaître des réaménagements. Parce que j'ai parcouru certains thèses où j'ai vu des chapitres, un chapitre par exemple sur les contextes d'écriture de la thèse, tout un chapitre. J'ai vu également des thèses où il y a tout un chapitre sur la Mhm. problématique, question de recherche, etc. Donc, pourquoi je demande, est-ce que cette ossature que vous nous présentez là ne peut pas connaître des réaménagements? Ce Merci, n'est pas professeur. ce n'est pas une question de réaménagement. Ah, ce que je viens de présenter va pouvoir être développé. Et quand vous parlez, par exemple, de la problématique fait partie du premier chapitre, que ce soit en français ou en anglais, c'est là que vous expliquez votre problème. Le contexte, quel est le contexte dans lequel, comment vous êtes arrivé à ce problème? Qu'est-ce qui vous a motivé à pouvoir considérer? Je sais que les choses peuvent être présentées différemment, mais elles sont toujours les mêmes. Ce n'est pas une question de, vous pouvez réarranger tout ça, il n'y a pas de problème, mais la structure reste la même, n'est-ce pas? La structure, par exemple, oui, il y a des gens qui peuvent écrire tout un chapitre sur le contexte. Il y a des gens qui peuvent écrire tout un chapitre sur la problématique. Absolument, c'est acceptable. Mais je ne peux pas vous présenter toute cette salade autrement, c'est de la confusion. C'est une question de pouvoir fignoler ça, avoir le grand, parce qu'en fait, cette version, et je viens justement de commencer, et nous allons aller à des développements un peu plus profonds du sujet. Et vous verrez là où toutes les choses peuvent, par exemple, quand vous parlez du contexte, le contexte fait partie de l'introduction. La problématique fait partie de l'introduction, n'est-ce pas? Votre revue de littérature fait partie d'un autre chapitre. Mais tout ce dont vous avez parlé, ce sont des choses qui sont contenues dans votre thèse de doctorat et ça dépend combien de pages vous voulez, par exemple, attribuer au contexte. Le contexte est important, mais ce n'est pas le corps de votre doctorat, n'est-ce pas? Le corps de votre doctorat sera probablement vos résultats et votre interprétation. Ça, ce sont des chapitres qui sont clés. Les méthodes, ça, vous les prenez d'un livre à l'autre. Mais les gens aimeraient savoir qu'est-ce que vous avez découvert et comment vous interprétez. Ça, ce sont les choses les plus importantes, ce sont les questions que vous aurez quand vous allez à votre défense de thèse. Et vous pouvez réarranger les choses, il n'y a pas de problème. Mais vous ne pouvez pas supprimer les choses. Ça, c'est la différence. Merci, professeur. Pas de problème. Alors, Esther, Esther Joseph, Joseph, tu es là? Professeur, Oui, voilà. ma question, merci d'abord pour les deux structures présentées. Là, Hmm. ma question, où est-ce que l'unifocal se situe par rapport aux deux structures présentées? Et ensuite, est-ce qu'on est libre de choisir l'une d'elles dans le cadre de notre projet de thèse doctorale? Merci. En fait, si vous travaillez par exemple avec un professeur qui a étudié dans un pays francophone, la tendance serait que le professeur va vous guider sur la version francophone, n'est-ce pas? Si vous travaillez avec un professeur qui a étudié aux États-Unis, je crois qu'il va vous guider vers la version américaine. Mais de toute façon, les deux dissertations contiennent le même réalité, les mêmes choses, c'est contenu. C'est une question de choisir qu'est-ce qui est plus facile pour vous. Et aussi, ça dépend du professeur. Parfois, par exemple, si vous avez travaillé avec Four Hours, euh, qui est américain, qui a étudié ici, qui ne parle même pas le français, vous aurez la version américaine. Alors, en fait, avant la thèse, avant cette session, je parlais avec un professeur de Mero, le recteur. Je lui ai dit, nous devons être un peu plus flexibles. Nous devons être flexibles et donner à nos étudiants l'opportunité de pouvoir choisir la version qui les intéresse mieux. Alors, si vous faites une version, vous travaillez sur la version française,
votre thèse sera considérée. Et si vous travaillez sur la version américaine, la thèse sera aussi considérée, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas à vous en faire là-dessus parce que nous ne sommes pas mariés à une méthode. La raison pour laquelle je vous donne ces deux versions, c'est pour vous dire que les versions sont différentes. Mais alors, ces deux versions sont compatibles. Elles ne sont pas compétitives. Le fait, c'est que nous avons une question et nous essayons de répondre à cette question et nous essayons d'interpréter les résultats de cette question. C'est ça. Et ça couvre les deux, que ce soit la version américaine ou la version française. À vous de choisir. Et aussi, pas seulement vous de choisir, mais avec votre professeur aussi, parce que le professeur peut vous guider différemment, alors suivez ce que le professeur vous dit. Mais si je travaille avec une personne, j'utiliserai la version américaine parce qu'en fait, c'est là que je fais mon doctorat. Alors, mais je suis aussi familier avec les doctorants en France et dans des pays anglophones aussi, yeah, des pays francophones. Voilà. Merci, professeur. Si, autre question? Bon, on va continuer. Alors, revenons maintenant à la version française et essayons de voir comment elle s'est fait. Comme ça, je voudrais que vous soyez familiers avec cette version. Bon, la première chose dont je parlais, c'était couverture et page de garde. N'est-ce pas? D'abord, vous avez le titre de votre thèse et votre titre de thèse peut toujours changer d'un moment à l'autre. Mais je crois qu'une bonne idée serait de pouvoir donner votre titre. Vous avez d'abord un titre qui est provisoire, mais quand vous arrivez à la fin de votre doctorat, vous pouvez facilement changer les titres. Parce que les choses changent. Et plus vous lisez, plus vous, vous réfléchissez sur le contenu de votre sujet, vous trouvez que beaucoup de choses vont changer, y compris votre thèse de doctorat. Ça change. Parfois, vous êtes au milieu et vous trouvez quelque chose qui est capital que vous deviez inclure dans la thèse et vous décidez de rentrer, de changer. Alors, comme je vous ai dit, ça fait partie du procès. Ce n'est pas un procès qui est direct. C'est vraiment indirect. Ça zigzague. C'est pratiquement parfois un labyrinthe, n'est-ce pas? On va suivre. Alors, vous avez votre page de titre qui va changer ou qui change au moment où vous travaillez. Et ça, c'est vraiment la structure. C'est quand vous prenez une dissertation, par exemple, une thèse de doctorat, et que vous l'ouvrez, c'est ce que vous voyez. La première chose que vous voyez, c'est le titre. C'est pas? Vous l'avez. Et puis, après le titre vient une autre page qu'on appelle la page de garde. Alors, la page de garde, c'est quoi? C'est quoi une page de garde? Voilà. Une page de garde, c'est simplement une page vide, qui n'a rien. Et pourquoi vous avez cette page vide? C'est parce que quand vous présentez votre thèse, le professeur doit être capable de pouvoir vous donner ce qu'on appelle en anglais le feedback, faire de commentaires. Ils utilisent cette page. C'est là qu'ils écrivent ce que vous devez faire, quelles sont les choses que vous avez changées. Parce qu'il faut comprendre, après avoir présenté votre thèse, parfois, ils vous disent d'aller revoir d'autres choses, d'aller changer d'autres choses, d'aller corriger. Alors, ils vous disent ça sur la page de garde. Parce que vous n'êtes pas témoin pendant qu'ils ont leur discussion là. Ils sont en train de discuter, de voir, mais ça, c'est pas correct, ça doit être corrigé. Alors, la page de garde, c'est votre page, là où vous recevez les instructions du professeur, qui vous disent, par exemple, de changer ceci, ou ils disent, mais pratiquement, on ne peut pas accepter ce doctorat. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas bon. Voilà. Alors, c'est une page de garde que vous avez. Vous devez la laisser vive. Après votre page de garde, vous avez votre résumé, votre curriculum vitae,
Et là, vous dites ce que vous avez fait. Parfois, il y a des gens qui ont des résumés qui sont très longs. Mais alors, c'est là que vous mettez votre résumé. Alors, mon conseil, c'est de pouvoir avoir un résumé qui est simple et pas trop long. C'est pas? Parce que les gens ne sont pas là. Ils regardent votre résumé et ils voient ce que vous avez fait. Ça leur donne l'idée du contexte de la dissertation. Par exemple, si vous êtes un enseignant, vous donnez cours à l'école secondaire, et les gens aimeraient savoir que vous êtes professeur, vous donnez quoi à l'école secondaire, au lieu de parler, et par exemple, si vous soutenez un doctorat en médecine, les gens vont se dire, mais quelles sont ses compétences? Ça, c'est une indication de la compétence que vous avez. Par exemple, vous êtes en train d'étudier une pédagogie qui est spécifique dans une école. Alors, vous êtes par exemple instituteur, les gens se disent, mais oui, je peux comprendre pourquoi cette personne ferait une étude sur la pédagogie. Parce qu'il y a un niveau de compétences qui est exprimé à travers son curriculum vitae, son résumé. Voilà. C'est une question de pouvoir établir ses compétences. Par exemple, il y a des gens parfois qui viennent présenter, qui ont déjà un doctorat et qui veulent un autre doctorat. Alors, vous devez être sûr que vous êtes en train de travailler avec quelqu'un qui a déjà un doctorat, qui est déjà proficient dans la façon où les doctorats sont conduits. Alors, cette personne peut se donner certaines libertés. Alors, vous allez savoir, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais alors, vous comprenez que cette personne peut avoir 2 ou 3 doctorats. Alors, il a certainement un niveau de compétence qui n'est pas à lutter. Voilà. Après ces résumés que vous avez alors la table de matière. Là, vous avez tous vos chapitres clairement dessinés, exprimés, et vous présentez votre table de matière, c'est le contenu de votre thèse. En regardant votre table de matière, on peut voir le premier chapitre, le deuxième chapitre, le troisième chapitre, le quatrième, etc. À la fin, vous avez une liste de figures et des tableaux. Si vous avez des figures et des tableaux dans votre dissertation, parfois cette catégorie n'est pas importante parce que vous n'avez pas de figures, vous n'avez pas de tableaux, alors ce n'est pas à mettre, mais c'est là, si vous aviez ces choses, alors vous voulez les mettre là. Liste de figures et des tableaux. Voilà. Et puis, la dernière catégorie que vous avez, c'est la liste d'abréviations. Et ça, c'est vraiment au début de votre thèse. Alors, quand par exemple vous avez votre projet de thèse, on doit pouvoir avoir tout ceci très clairement exprimé. Et ça, c'est la première page, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça, c'est la première page. Voilà. Des questions là-dessus? Voilà. Alors, je passe maintenant à la version américaine. Le premier chapitre. Vous voyez, par exemple, dans la version française, vous avez toutes ces histoires, vous avez en thèse, votre page, tout ça, tout ça. Aux États-Unis, ils n'ont pas tellement de tolérance pour tout ça. Ils se fichent bien de votre résumé et tout ça, mais ça, ce qu'ils veulent savoir, la chose la plus importante, là où vous commencez votre thèse de doctorat, c'est avec une simple question. What is the problem? Quelle est la problématique? Nous ne sommes pas intéressés par des tables de matière, nous ne sommes pas intéressés par des listes de figures, l'histoire. On n'est pas intéressés par tout ça. What is the problem? Quel est le problème ici? C'est là que les Américains commencent. Quand tu viens me voir, par exemple, pour faire ta thèse de doctorat, ma question est What is your problem? Quel est le problème? J'aimerais savoir d'où vient ce problème. Comment vous y êtes arrivé?
How did you get here? Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui vous a inspiré? D'où vient ce problème? Pourquoi ce problème est important? On est direct aux États-Unis. C'est une différence entre les gens qui écrivent en français et ceux qui écrivent en anglais. En français, il y a une certaine façon. Quelqu'un a un micro ouvert là. Pour vous fermer votre microphone, s'il vous plaît. Merci. Ça, c'est la façon américaine. On est direct. Faut passer des dents si tu te tournes. Tu me dis, quel est ton problème? Qu'est-ce que tu comptes faire dans cette recherche? Pourquoi? D'où c'est venu? Qu'est-ce qui t'a inspiré? What is your problem? D'où c'est venu? Pourquoi ce problème est important? Et qu'est-ce que ce problème va ajouter à la littérature? Alors, ça demande que vous ayez une connaissance sérieuse de la littérature. Qu'est-ce qui existe dans la littérature? Par exemple, si vous voulez, vous venez et vous m'écrivez quelque chose qui a été déjà recherché ailleurs. Pas le temps de faire ça. C'est pour cela qu'il faut examiner la littérature et essayer de trouver votre niche dans la littérature. Un problème particulier que vous aimeriez poursuivre. Pourquoi? Parce que vous avez trouvé que, en faisant votre revue de littérature, cette question spécifique que vous avez en tête est rarement adressée. Alors, votre raison de le faire, c'est que j'aimerais adresser ce problème spécifique qui est pratiquement non existant dans la littérature ou qui est faiblement abordé dans la littérature. What is the problem? Describe the study background. Essayez de décrire d'où ça vient. D'où ça vient. Et qu'est-ce qui vous a inspiré à pouvoir adresser ce problème? Là, on se dit, how did you get here? Comment tu es arrivé ici? N'est-ce pas? Tu es un voyageur et tu arrives quelque part, et ça, c'est le problème. C'est votre station de train. Et quel est le contexte? Il peut y avoir un contexte politique, il peut y avoir un contexte économique, un contexte culturel, parce que les contextes sont très, très importants. Vous voulez faire quelque chose et l'USA a dit, retire tout l'argent que vous recevez des États-Unis. Le projet ne peut pas être fait. Ça, c'est un contexte politique qui attaque votre problème. Et vous ne savez pas que faire. Vous ne savez que faire. Voilà. Et pourquoi vous pensez que votre sujet de dissertation est un sujet important? Peut-être le sujet est important à vous parce que vous êtes ignorant de la littérature. Alors ça, c'est vraiment très dangereux. Ou le sujet est important parce que vous connaissez ce qui est dans la littérature. Et qu'est-ce que vous voulez de cette littérature en plus de ce qui existe déjà? Alors, ça, c'est comme ça aux États-Unis que vous commencez. Si vous utilisez la version américaine, c'est ça, c'est là où vous commencez. Chaque fois que vous allez voir un professeur, vous dites, je voudrais que vous soyez mon directeur de thèse. La question, c'est que, voilà, quel est le problème? Alors, généralement, quand vous allez faire ça, quand vous allez faire cette recherche, on vous dit de pouvoir avoir quelque chose en écrit. Ça doit être écrit, ça doit être très clair. C'est comme ça qu'on y travaille. Voilà. Alors, je veux un peu poser là-dessus et voir si vous avez des questions avant de continuer. Bon, voilà. Je crois que c'est une certaine clarité. Bon. Alors, version française. Nous sommes dans l'introduction. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez déjà écrire.
Dans l'introduction, qu'est-ce qu'on aimerait voir? Et bon, comme je crois que c'était Rosette qui a dit, vous pouvez changer, il n'y a pas de problème, mais le contenu doit être le même. Il y a des gens, par exemple, qui commencent par décrire le contexte. Et ça dépend aussi du sujet. Par exemple, si vous parlez d'un sujet anthropologique, n'est-ce pas? Je comprends qu'il faut une description épaisse du contexte. Mais si vous faites autre chose, vous n'avez pas. Mais vous devez décrire le contexte dans lequel le sujet est en train d'être traité. Dans l'introduction, vous devez avoir une définition du sujet et de la problématique. Ce qu'on le dit en anglais, what is your problem? Ça, vous devez définir. Quand j'ai lu une introduction qui n'a pas de problématique, alors ça, pour moi, ce n'est pas une introduction. Je finis. Le contexte de la recherche, n'est-ce pas? Ça, c'est une question de pouvoir situer le travail, déterminer les différentes facettes du sujet, l'intérêt du sujet et son actualité. Très simple. C'est pour cela, parfois, que vous avez des gens qui vous écrivent des livres sur le contexte de la recherche. C'est parce qu'on vous demande de faire tout ça. Mais vous n'avez pas à concentrer toute votre attention sur le contexte. Si le contexte vraiment influence le sujet, alors vous pouvez dire un peu plus sur le contexte. Autrement, 2 pages, 3 pages, c'est fini. Mais si le contexte est vraiment inculqué, a une influence essentielle sur le sujet, alors ça, on pourrait toutefois, on laissera faire travailler un peu plus sur le contexte du sujet. Dans l'introduction, on aimerait aussi voir les objectifs de la recherche. Simplement, le quoi de la recherche, le qui de la recherche, le où de la recherche et le quand de la recherche. Ça, ce sont les objectifs de votre recherche. C'est quoi, c'est qui, c'est où et c'est quand. Quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous voulez poursuivre? Et dans certaines thèses de doctorat, il y a des hypothèses, n'est-ce pas? Et vous n'avez pas des hypothèses dans toutes les recherches. Il y a des recherches qui ont des hypothèses, il y a d'autres qui n'en ont pas, n'est-ce pas? Et il n'y a pas de problème. Et puis, vous nous donnez l'importance de l'étude, n'est-ce pas? Pourquoi vous croyez que votre étude est importante? Et si vous avez ces éléments dans votre introduction, je crois que vous avez un bon départ. Et avec le temps, cette introduction va changer. Il y a toujours des changements qui sont faits. Il y a de nouvelles recherches qui viennent sur les plateformes, sur le marché scientifique. Alors, ça peut changer, mais ces éléments sont les éléments de base quand vous travaillez sur votre thèse de doctorat. Et alors, les choses peuvent changer, mais ça ne peut pas changer en termes de suppression, par exemple, de la problématique. Non, la problématique doit être définie, elle doit être là. Le contexte de recherche doit être expliqué. Les objectifs de la recherche doivent être expliqués. Et si vous avez des hypothèses de recherche, présentez-le, n'est-ce pas? Et vous devez parler de l'importance de votre recherche. Ça, ce sont des éléments qui doivent être présents, qui ne peuvent souffrir d'aucune médiocrité. Ce sont des éléments qui doivent être présents dans une recherche d'études, que ce soit aux États-Unis, en France, d'autres pays anglophones, francophones. Ces éléments sont dans toutes les dissertations que vous trouvez, que cherchez. Ils peuvent être présentés de façon différente, mais il n'y a pas de problème. Mais le contenu est toujours là. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Question?
Oui, professeur. Justine? Oui, professeur, j'ai une petite préoccupation. Est-ce qu'il y a une différence entre problématique et question de recherche? Même chose. Pas de Ok, différence. ok. Pas de différence. D'accord. Ben, maintenant, professeur, une autre petite préoccupation. Je voudrais connaître quel est l'ordre d'apparition des éléments. Je veux dire, il y a la revue de la littérature, la problématique et l'hypothèse. Comment est-ce qu'on doit agencer tous ces éléments-là dans le travail? Parce que certains, du moins dans certains travaux, nous voyons que la problématique découle de la revue de la littérature. Oui, absolument. Absolument. Ça, c'est exactement parce que, comme je vous l'ai dit, vous devez commencer avec une revue de littérature. Et je vous ai dit au départ, au début, si j'ai dit, quand vous allez chercher quand vous cherchez quand vous choisissez votre directeur de thèse, vous devez lui présenter quelque chose. Et la meilleure chose, par exemple, j'ai donné un exemple aux États-Unis quand les étudiants viennent me voir pour faire un doctorat avec moi. D'abord, je vois si je suis intéressé par le sujet. Je suis pas intéressé par le sujet, je leur dis carrément non, je suis pas intéressé, ça ne m'intéresse pas. Mais si c'est quelque chose qui m'intéresse, je leur dis, la première chose qu'il faut m'amener est une bibliographie annotée de livres que vous avez lus. Et de ce livre que vous avez lu, vous avez extrait une question particulière, quelque chose que vous cherchez dans la littérature, mais peut-être que vous n'avez pas trouvé, ou qui a été pauvrement défini. Alors, c'est ce que j'aimerais poursuivre. Alors, quand vous commencez avec la problématique comme ça, qui est pratiquement la première page de votre doctorat, vous pouvez dire, par exemple, pourquoi c'est important. L'importance de l'étude, c'est pour dire parce que j'ai fait une revue de littérature, une grande revue de littérature, mais je n'ai pas trouvé euh, des réponses satisfaisantes à cette question que j'avais sur les littératures. C'est pour cela que j'aimerais y travailler. Alors, oui, vous avez commencé avec une revue de littérature, c'est de là que vous avez puisé, parce que vous pouvez apprendre, vous pouvez développer votre question basée sur votre revue de littérature ou basée sur votre expérience. Vous travaillez dans un domaine spécifique et la question peut être générée par votre expérience dans ce domaine spécifique. Et quand vous commencez à écrire, vous ne commencez pas par une revue de littérature, vous commencez avec la problématique. Et c'est exactement la même chose. Vous avez trouvé votre problématique dans la revue de littérature et vous l'amenez ou bien dans votre expérience concrète que vous avez avec des gens et vous êtes en train de présenter ça. C'est pour cela que vous allez définir l'importance de l'étude. C'est parce que dans la littérature, vous n'avez pas trouvé satisfaction à cette question spécifique que vous poursuivez. Bien. Voilà. C'est pour cela qu'on vous dit que votre question doit sortir d'une revue de littérature, mais pas seulement d'une revue de littérature. Votre question peut aussi être générée par votre expérience, n'est-ce pas? Parce que quand on parle d'anthropologie, je suis anthropologue et nous avons beaucoup de choses comme ça qui sont là, qui viennent de l'expérience. Tout ne vient pas de la littérature. Il y a beaucoup de choses qui viennent de la pratique. Voilà. Alors, je vais passer alors à... Oui, Justine? Alors, oh, Non, merci, professeur. Merci ok, pour pas les de réponses. problème. Alors, allons-y à Romaric. D'accord, merci. Ah, Euh, voilà. ma question, c'est de savoir qu'est-ce qui justifie le choix d'avoir des hypothèses ou non. Est-ce que cela est libre euh, en fonction des orientations du doctorant ou bien cela peut être le reflet d'une nécessité qu'impose le choix d'une méthodologie donnée? Je ne peux pas vous entendre correctement. Parler un peu plus. Parce que je ne peux pas entendre. Oui. Je sais pas si vous m'entendez mieux maintenant. Ah, maintenant, c'est mieux. C'est mieux. Ok, d'accord. Ok. Donc, je demandais, vous avez dit qu'il y a des thèses sans hypothèse où il n'y a pas d'hypothèse de recherche, Oui. comme il y a d'autres thèses où il y en a. Je dis, est-ce que le fait d'en avoir ou de ne pas en avoir, est-ce que c'est une décision qui dépend du sujet ou bien du choix de la méthodologie? C'est une décision qui dépend de la question. N'est-ce pas? Par exemple, vous pouvez être très équipé, par exemple. Vous connaissez très, très bien la littérature. Et il y a, par exemple, des avis contraires qui sont dans la littérature. Alors, vous pouvez
avoir une hypothèse. C'est-à-dire que moi, je crois que si on faisait ceci, ceci va arriver. Et si on faisait cela, cela ne va pas arriver. Alors, ça dépend vraiment de vous. Ça dépend du chercheur. Si vous voulez commencer avec une hypothèse et à la fin, vous pouvez dire que l'hypothèse était correcte ou, par exemple, vous dites que l'hypothèse n'était pas correcte. Ça dépend de vous. Vous n'avez pas, ce n'est pas nécessaire d'avoir une hypothèse. Et je crois qu'une hypothèse est donnée à quelqu'un qui a une grande compréhension de la littérature dans le film. Alors, je vous conseille d'utiliser, de voir ce que vous savez faire. Est-ce que ce que vous voulez faire est faisable? Qu'est-ce que vous connaissez de la littérature? Quelle est votre spécialisation dans la littérature? Est-ce que vous avez tout lu? Ça veut dire, quand vous avez des hypothèses, ça veut dire que vous êtes vraiment très, très... Alors, je crois que est-ce que vous avez une hypothèse, Lomaric? Non, pas Est-ce encore. que vous pensez à une hypothèse? Euh, Pas encore, mais je pense que le sujet que je traite, sur ce sujet, je crois qu'il serait intéressant d'en avoir parce que ça faciliterait d'établir les liens de corrélation entre les différents facteurs qui peuvent être exploités dans la recherche. Corrélation, c'est bien, mais ce n'est pas causation, n'est-ce pas? De toute façon, continue à y travailler. Et si tu trouves que tu dois venir avec une hypothèse, ok, viens avec une hypothèse, il n'y a pas de problème. Ça enrichit toujours votre thèse de doctorat, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le faire. Mais ça dépend de vous, ça ne dépend pas du directeur de thèse. Le directeur de thèse va vous guider comment travailler, comment prouver l'hypothèse ou ne pas prouver l'hypothèse, mais c'est à vous à pouvoir vous mettre sur cette bande-là. C'est à vous à décider, comme chercheur. Par exemple, D'accord, moi, merci. dans mon domaine, Oui. je n'utilise pas les hypothèses parce que je suis là à explorer, à voir qu'est-ce que les gens sont en train de faire. J'aime ça parce que ça, c'est ma préférence. Mais aussi, je peux être dans une hypothèse et voir quelles sont les corrélations, quelles sont les différences, c'est ça. Mais alors, c'est toujours l'importance du sujet. Quand vous venez avec une hypothèse, est-ce que ça nous aide à résoudre le problème? Parce que la question finale, c'est que vous avez une question que vous avez posée au départ et vous devez donner une réponse à cette question à la fin, n'est-ce pas? Mais de toute façon, Oui. ça dépend de vous. Ça ne dépend pas du directeur. Ça dépend de vous. Vous pouvez discuter ça avec les directeurs. Et puis les directeurs pour vous dire non, je ne vous conseille pas d'avoir une hypothèse. Ce serait plus facile pour vous de travailler de cette manière. Alors c'est là que vous devez vous arranger avec il faut travailler avec votre directeur de thèse. Mais vous avez la, 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 la liberté de pouvoir décider ce que vous voulez faire. Voilà, Romaric. OK. Ah, Si vous le permettez très rapidement, mm, est-ce que le fait de s'inscrire dans une logique exploratoire mm, de la pratique, des expériences, comme vous venez de le dire, mm. est-ce que cela exclut d'office le recours à des hypothèses ou cela peut paraître quand même nécessaire? Ça peut paraître nécessaire, ça peut paraître important. C'est pour cela que je vous dis, ne vous limitez pas, ne vous dites pas, oh, le professeur Wamba n'a pas vraiment beaucoup. Non, non, non. Vous faites votre thèse de doctorat en rapport à la question, à la problématique que vous avez. Quelle est la problématique? Est-ce que cette problématique, est-ce que ces hypothèses vous aident à pouvoir adresser la problématique? Si oui, alors vous postez. Sinon, alors vous arrêtez. Voilà. Ah, laisse-moi passer à mon connant, Lucien. Oui, professeur. Oui, allez-y. Alors là, vous avez fait une présentation concernant l'introduction du travail de recherche. Mhm, Alors, vous avez mentionné que dans l'introduction, on doit voir pratiquement tout. Quand je vois la problématique, les objectifs de recherche, les hypothèses et puis l'importance de l'étude. mhm. Alors, je suppose que là, c'est juste une présentation que nous faisons. Parce qu'après, je pense on doit bien expliquer, détailler l'hypothèse, détailler les objectifs. C'est ce que je voudrais savoir. Alors, Dans la partie introduction, est-ce que ça mhm. sera de façon sommaire que nous allons présenter cela ou bien on va aller encore dans les détails? Non, non, non. Alors que dans le Oui, développement, on oui, aura vraiment épilogué là-dessus. Est-ce oui. que ça ne ressemble pas à une répétition? Non, ce n'est pas une répétition. Ça, c'est un sommaire de ce que vous allez faire parce que ça, ce sont des choses que vous allez développer dans le corps de votre thèse de doctorat.
Ça, c'est un sommaire. Au début, quand je lis votre thèse de doctorat, à l'introduction, je dois avoir une idée de ce que vous comptez faire de la problématique et comment vous allez l'approcher et tout ça. Je ne demande pas d'être en détail. Ça, ce n'est pas l'endroit où vous aurez votre opportunité de pouvoir détailler ça de façon plus logique. Mais si je suis en train de faire une présentation qui est succincte, qui vous donne une idée de ce que doit être contenu dans ce sommaire, dans cette introduction. Il faut que j'ai une idée. Après avoir lu votre introduction, je dois avoir une idée de votre thèse de doctorat et une idée de la méthode que vous allez utiliser et une idée des objectifs et une idée de l'importance de l'étude. Autrement, je peux continuer à lire. Alors, c'est pour cela que ça, c'est important. Ce sont des choses qui sont là, vraiment, de façon, une introduction peut avoir 10, 15 pages. Et alors, quand vous continuez dans le corps de votre dissertation, alors, ce sont des choses qui se détaillent. Oui, il y a une certaine répétition quand vous faites une thèse de doctorat. C'est la nature du travail. C'est comme ça qu'on le fait. Vous aurez toujours des répétitions. Par exemple, à la fin, on vous demande de pouvoir faire un sommaire de questions, tout ça. C'est une répétition, oui. Une répétition, malheureusement, qui est nécessaire. C'est comme ça que les thèses de doctorat sont faites. C'est pour ça que vous ne publiez pas de thèse de doctorat. Une thèse de doctorat, c'est une discipline. Vous êtes en train de faire une recherche. Vous n'êtes pas en train d'écrire un livre. N'est-ce pas? Ce n'est pas un livre que vous écrivez. C'est comme si c'était un devoir. Et vous devez suivre les étapes. J'aimerais déconstruire tout ça, mais je ne peux pas le faire parce que je travaille pour l'UNIFOCAT. Alors, il y a un modèle qu'il faut suivre. Oui, la répétition existe. Et ça fait partie ça fait partie du process. Ça fait partie de la discipline que vous suivez. Parce que faire une recherche, c'est suivre des étapes très spécifiques. Quand vous avez eu votre doctorat, quand vous finissez, alors vous pouvez faire n'importe quoi, écrire comme vous voulez et tout ça, mais en faisant votre doctorat, on vous demande de suivre des étapes très, très spécifiques. Alors, c'est comme ça que ça se fait. Oui. Ce qu'on appelle en anglais a necessary evil. C'est ce qu'on doit faire. Voilà. Alors, Joseph, Joseph, Professeur Omba, j'ai deux questions. allez-y. La première, OK, la première concernant la littérature et l'autre concernant l'hypothèse. Pour la littérature, au départ, vous avez parlé d'environ 50 documents à lire pour la rédaction de la revue de littérature. Maintenant, j'aurais aimé savoir quels sont les risques encourus par un doctorant quand la littérature liée à ce problème de recherche se révèle pauvre. Et pour l'hypothèse, ma question pour l'hypothèse, est-ce que dans une thèse doctorale, on peut avoir plusieurs hypothèses de recherche? Merci. D'accord, merci. Alors, la première chose, c'est que je dis quand je parlais de mes étudiants aux États-Unis, je demande 50 livres. Pourquoi? Parce qu'ils ont la facilité d'avoir tous ce livre. Ils ont la facilité d'avoir des articles, ils ont la facilité d'avoir des livres. Tu peux aller à une bibliothèque, leur dire que je voudrais lire un article. Dans 2 ou 3 heures, l'article est là. Mais sinon, pas l'article là où la sont, ils peuvent commander l'article. Ils ont beaucoup de facilité. Je comprends que pour les étudiants dans des pays en développement, c'est pas aussi facile. Peut-être qu'on peut changer. Je peux toujours m'ajuster à ce que les étudiants veulent. Mais ça, c'est que moi je demande aux étudiants ici aux États-Unis. Le contexte est très, très différent des États-Unis et d'autres pays. Parce que pratiquement ici, vous avez besoin d'un livre, vous l'avez dans quelques minutes, hein. C'est pas du tout un problème. Et je sais que ce n'est pas la même chose dans beaucoup d'autres pays, les Africains et tout ça, c'est un peu difficile, ça peut être difficile. Peut-être que votre professeur de thèse peut faire quelque chose d'autre, mais ce que je vous conseillerais, c'est de faire quelque chose de votre part. Même si vous venez avec 10 articles, 15 articles, le professeur peut vous aider à pouvoir lire beaucoup plus. Mais n'allez pas comme ça les mains nues et dire, je veux que tu sois mon professeur, mon directeur de thèse. Ça, c'est pas bon, ça. C'est comme si vous n'avez rien foutu, n'est-ce pas? Lisez ce que vous pouvez lire. L'Unifoca a une petite librairie qui n'est pas tellement, qui n'a pas des milliers de ressources, mais vous pouvez avoir quelque chose. Commencez à travailler de votre côté et on peut vous aider. Mais n'allez pas sans apporter quelque chose à votre directeur de thèse. Commencez avec ça, n'est-ce pas? Ça, c'est là qu'on vous demande de faire. C'est ce que je vous demande de faire.
Peut-être que votre professeur vous dira, non, il n'y a pas de problème, venez, on va travailler ensemble. Ça, je n'ai rien à dire parce que c'est le professeur qui décide qu'est-ce que vous voulez faire. Mais je suis en train de vous donner des conseils, des choses que vous pouvez utiliser. Vous pouvez dire, non, professeur Wamba dit ceci, je ne suis pas. Pas de problème, pas de problème. C'est vous qui cherchez une thèse de doctorat, pas moi, n'est-ce pas? Alors, la question des thèses. Oui, pour avoir beaucoup Mais, de thèses, des mais, thèses. Nathalie, Nathalie, Yeah, sur ce point très important, oui, un allez-y. professeur, un professeur qui accepte de vous encadrer sans vous faire des exigences, rassurez-vous que la thèse, c'est votre affaire, c'est pas l'affaire du professeur. Hein? Le professeur est déjà docteur. C'est à vous de savoir. Par exemple, vous êtes dans une station de bus, ou du moins vous êtes dans une gare, vous voulez prendre un taxi pour aller quelque part. Ou bien vous voulez voyager, vous avez le choix entre American Airlines, Turkish Airlines, Ethiopian Airlines, Air France. Ça dépend de vous. Maintenant, vous devez vous assurer de votre sécurité. C'est-à-dire, est-ce que ce professeur qui accepte de vous encadrer sans vous faire des exigences, est-ce qu'il va vous permettre de délivrer le produit? C'est-à-dire, il y a un délai à respecter pour présenter votre projet de thèse, il y a un délai pour présenter votre thèse. Est-ce que ce professeur est capable de vous accompagner justement pour arriver à délivrer la marchandise? Donc, c'est à vous de savoir. Merci beaucoup. C'est clair le point que je viens de faire? Oui, c'est très clair. Oui, Merci. professeur, c'est clair. Parce que, C'est parce clair. que, parce que ce que Nathalie ne veut pas, c'est après 3 ans, vous retournez pour dire, ah oui, l'Unifocad, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Après 3 ans, je n'arrive pas à présenter mon projet de thèse. Non, c'est pas notre affaire. Vous avez choisi votre directeur, eh bien, vous devez assumer votre responsabilité, ou du moins la responsabilité de votre choix. Voilà. J'avais un directeur de thèse. Tout ce que je lui ai présenté, il a dit oui, c'est bon. Et finalement, j'ai contacté Nathalie. J'ai dit, ben, je ne peux pas avancer comme ça parce que il accepte tout ce que j'ai fait. Oui, c'est bon. Toujours c'est bon. Et puis, quand j'ai parlé à Nathalie, elle a dit non, c'est pas bon. Et donc, parfois, nos autres doctorants, nous avons tendance à apprécier un professeur qui est malléable, qui est flexible, et qui est gentil, mais pourtant, en toute chose, il faut considérer la fin. Ce n'est pas seulement là où vous êtes qu'il faut considérer, il faut considérer là où vous devriez être. Donc, il faut choisir quelqu'un qui peut vous amener à là où vous devriez être et non pas là où vous êtes. Vous accompagner sur la route, c'est bon, mais vous amener au bon port, c'est mieux. C'est bon, Nathalie. Merci beaucoup. C'est parfait, mais alors ça, c'est sur le marteau sous l'œil. Voilà, c'est ça. Alors, et l'autre question, c'est sur les hypothèses. Oui, vous pouvez avoir beaucoup d'hypothèses dans votre thèse de doctorat, mais ne tournez pas, ne faites pas, ne jouez pas avec les hypothèses, parce que il y a aussi un problème de faisabilité quand vous faites votre recherche d'études. Mais c'est à vous à déterminer. Pour avoir beaucoup d'hypothèses, il y a parfois des gens qui sont fascinés par les hypothèses. Et bon, vous êtes en train de deviner et voir qu'est-ce qui marche pas. Ce qu'on appelle en anglais positive hypothesis, negative, null hypothesis. Faites votre doctorat, essayez de terminer au bon moment et vous pouvez jouer. Travaillez de trouver, essayez de trouver quelque chose qui est faisable et qui est un peu plus facile pour vous à faire. Je n'ai rien contre les hypothèses, vous pouvez les utiliser. Si vous trouvez que sans cette hypothèse, je ne peux pas répondre à ma problématique, alors utilisez les hypothèses. Vous pouvez avoir multiples hypothèses, mais est-ce que vous donnez beaucoup de travail? C'est à vous à déterminer le montant de travail que vous voulez faire. Alors, c'est ça, c'est ce que Fusionnet vient de dire. C'est question de pouvoir arriver au bout. Travailler. Nous voulons que les gens puissent avoir leur doctorat. Mais vous devez travailler pour ça. Travailler. Ne prenez pas ça à la légère. Vous pouvez utiliser une multiple hypothèse dans votre recherche, il n'y a pas de problème. C'est à vous, avec votre directeur de thèse, à pouvoir discuter qu'est-ce que vous comptez
faire et comment vous allez y approcher ça. Je crois que à la session prochaine, on parlera des hypothèses et pour les gens qui veulent les utiliser dans le cours et dans leur recherche. Je crois qu'il y a beaucoup de questions sur ça. Et je sais que vous avez peut-être, les gens vous ont dit, vous devez avoir une hypothèse dans votre doctorat. Oui, oui, vous pouvez avoir une hypothèse, mais pas nécessairement. Ce n'est pas quelque chose qui est nécessaire, mais ça peut faire partie de votre thèse de doctorat. Si vous trouvez que cette hypothèse vous permet de pouvoir répondre à la problématique, alors là, vous pouvez l'avoir aussi. Vous pouvez avoir multiples hypothèses. Oui. Alors, Raoul? Oui, professeur, excusez-moi, j'ai pris le temps en retard. Excusez-moi pour le retard. En fait, j'ai deux préoccupations. Oui, Je ne sais pas si ça a déjà été traité. C'est concernant les documents. Bon, moi, je pense, je ne sais pas si l'UNIFOCAD a un partenariat avec une bibliothèque ou, comme nous sommes doctorants, c'est nous qui devions acheter tous les documents. Parce que pour moi, je pensais qu'avec la carte, on pouvait avoir accès à la bibliothèque en ligne, les consulter quand même. Parce que vous savez, en Afrique, par exemple, faire venir un document, c'est pas moins de 3 mois. Si vous voulez le faire de manière privée, c'est plus que cela. Voilà, il y a beaucoup de tracasseries. Donc, je ne sais pas comment nous allons faire pour avoir ces documents. C'est vrai que vous avez parlé de CIGIA pour le train en marche, disant que il y a aux États-Unis ou partout les étudiants qui ont droit à 50 documents ou des livres accès. Nous, on n'a pas Amazon ici. oui. Nous n'avons pas Price Minister ici. Nous n'avons pas ces structures-là ici. Et nous avons décidé de faire quelque chose en ligne en nous remettant à l'UNIFOCAT. Et il était dit qu'on devait avoir d'abord une carte d'étudiant, on devait avoir accès à une bibliothèque en ligne, et aussi certains partenariats devaient se faire. Nous nous sommes dit que comme c'était la rentrée, et que lorsque nous allons revenir dans le mois de janvier, on pourrait avoir accès à certains livres. Ce que nous faisons, ce n'est pas légal. Nous allons télécharger de manière illégale certains livres. Nous faisons des citations sans nous référer aux auteurs. Nous n'envoyons même pas de mail aux gens pour leur dire est-ce que nous pouvons utiliser vos citations? Non. On n'a pas ces livres-là. Bon, c'est-à-dire que c'est deux poids, deux mesures. Parce qu'il y a le continent africain qui a ses réalités, et puis il y a ce que vous dites. Si nous sommes venus ici, c'est parce que nous nous sommes remis à vous. Nous disons que nous allons mieux apprendre à travers cela. Mais si on nous dit, par exemple, que c'est à nous de chercher les livres, bon, nous, on va utiliser d'autres méthodes pour chercher les livres, mais ce ne sera pas légal. Et je ne serais pas surpris qu'un auteur dise, par exemple, que l'UNIFOCAD a utilisé, à travers ses étudiants, a fait des citations, ne s'est pas référé à tel écrivain. Nous pensons que si l'UNIFOCAD peut nous accompagner à avoir des livres, même le CRS, moi je le dis, c'est pas pour faire du commerce avec l'UNIFOCAD, puisque l'UNIFOCAD a la possibilité d'avoir ces livres-là, de se référer aux bibliothèques. On peut nous dire, par exemple, on vous donne, s'il y a un problème, quand nous le disons, on nous dit, par exemple, vous faites un abonnement, parce que ce que ça coûte pour que l'UNIFOCAD vous donne accès à cette bibliothèque depuis l'extérieur avec un lien. Nous, on va l'utiliser pour avancer. Parce qu'on ne peut pas aller en guerre sans munitions. Nous sommes limités. Vous savez les problèmes du continent africain. Et on a la volonté, mais on a la science, mais on n'a pas les moyens d'avoir ces documents-là. Qu'est-ce que nous on fait? Est-ce qu'on se sera compétitif vis-à-vis des doctorants des autres continents? On parle de décolonisation des mentalités. Je pense que c'est par là d'abord que ça doit commencer. Il faut décoloniser les méthodes. Sinon, nous allons faire le doctorat en étant en retard parce qu'on n'aura pas certaines œuvres. Qu'est-ce qu'on fait, professeur? Ça, c'est une question de taille. Oui, c'est une question de taille. Je sais qu'il y a ce problème en Afrique. J'étais aussi en Afrique. Je suis africain. Je suis pas européen. Bon, alors, ça, c'est une question. Visionner, professeur Visionner, professeur Demero. Bon, de toute façon, ça, c'est une question de taille qui doit être discutée ici avec les gens administratifs. OK, Nathalie, Oui, Nathalie, me voici. oui, Professor, you have a No, heavy. I heard. Yeah. So No problem. what you do with that? Okay, let me say something. En français. Oui. Et cette question a été déjà débattue en classe. Je crois que c'était en octobre dernier. Et la réponse était que le professeur Michelot a été chargé d'accompagner les doctorants dans le développement des capacités numériques, c'est-à-dire compétences numériques pour pouvoir utiliser le numérique dans
le processus de rédaction de thèse. Et il avait donné aux doctorants un accès à la bibliothèque en ligne. Non seulement un accès à la bibliothèque en ligne, et peut-être que Raoul n'était pas au courant, mais vous devez retourner vers Michelot pour vous donner encore accès. Donc, vous avez un accès pour pouvoir effectuer des recherches en ligne. Mais non seulement vous avez accès à travers Michelot, vous devriez avoir accès à travers moi et Martin Maltais au sein de l'Université TELUC. Donc, il y a une bibliothèque en ligne, l'Université TELUC, et je vous donnerai accès à cette bibliothèque pour pouvoir travailler. Et on vous donne un ensemble d'outils. Je vais vous envoyer le lien. On vous donne un ensemble d'outils pour pouvoir effectuer une recherche documentaire, élaborer une problématique et rédiger votre revue de littérature. Donc, il y a tout ça au sein de l'Université TELUC. Donc, j'ai accès, Martin Maltais a accès, et je pourrais vous donner accès et il pourra vous donner accès aussi. Mais vous avez déjà un accès à l'Université Laval à travers Michelot. Et à l'Unifocad, il y a une plateforme qui a été créée pour accompagner les docteurs. Voilà. Donc, vous devez retourner vers Michelot encore pour cette question. Voilà. Merci, Alors, professeur. Merci beaucoup. Raoul, Pour Très ça, je bonne nouvelle. signale que je suis dans la même situation que Raoul. Donc, Voilà, il n'est pas seul. très Moi-même, bonne je n'ai nouvelle. pas accès aux ressources. voilà, J'ai pris une feuille même et tout Moi noté pour ne également. rien rater. on va faire Yeah. ça. On va vous envoyer un lien après ce cours. On vous envoie un lien, comme ça vous pouvez avoir accès à ces bibliothèques en ligne. Donc, le problème est là, le problème est résolu pratiquement. Ça, alors, vous avez ça. Voilà. Bon, il est au moins ici aux États-Unis, il est 10h30. N'est-ce pas? Alors, Merci, professeur. Merci à l'Unifocad. ok, voilà. So, vous avez ça, vous n'avez pas d'excuses. Vous pouvez avoir. Et puis, la bonne chose, c'est que si parfois, si ça, vous avez des complications, mais vous avez Michelot qui est là, vous avez Visionnet qui est là. Bon, alors, pour ce genre de travail, on n'aurait jamais une université sans avoir fait ces arrangements. Il n'y a pas d'université sans bibliothèque. Hein. Ça, c'est impossible. Bon, si on n'a pas ça, là, on peut faire ça de façon en correspondance. Alors, vous aurez accès à tout ce que vous voulez. Bon, alors, je crois que je vais terminer la session. Alors, je vais demander au professeur de Mero s'il a une intervention, s'il a quelque chose à dire avant qu'on termine la session. Oui, merci, Nathalie. Et ce que je demanderais aux doctorants, c'est de la prudence avec cette question de choix de directeur. Vous devez être prudent. Avant de contacter un professeur, alors avant de contacter quelqu'un, il il faut prendre du temps pour effectuer une recherche sur cette personne. Par exemple, il y a un doctorant qui m'a contacté pour un directeur de thèse qui n'a rien à voir avec ce que nous faisons. Il n'a rien à voir avec ce que nous faisons. Il ne peut pas. Mais quand vous avez déjà contacté la personne et puis vous revenez vers moi, ça peut nous mettre en situation de conflit. En tant que leader, vous devez éviter de créer des conflits. Donc, si vous avez déjà contacté une personne, ce n'est pas nécessaire de retourner vers nous pour nous demander une autorisation parce que vous l'avez déjà contacté. Et pourtant, il fallait attendre l'atelier animé par Nathalie pour voir les orientations de l'université, pour comprendre. Ensuite, à la fin de cet atelier, pas à la fin, en fonction de vos thèmes de recherche, et nous allons vous proposer une liste de professeurs qui sont intéressés par cette thématique. Et vous choisissez. Par exemple, il y a Roselle ou bien Rosette qui travaille sur la question de langue.
elle a déjà le professeur euh, Renaud Gauvin, qui est spécialiste de la question. Donc, le fait qu'il est déjà professeur dans le programme, vous n'avez pas besoin de me demander si je suis d'accord, puisqu'il est déjà professeur au sein du programme. Un, il est professeur. Deux, il est un spécialiste de la question. Vous pouvez le contacter directement. Mais comme Nathalie vient de le dire, il ne faut jamais contacter un professeur les mains vides. Il ne faut jamais contacter un professeur les mains vides. Vous devez d'abord élaborer quelque chose. Maintenant, lorsque vous aurez terminé avec le premier jet, vous devez contacter Patrick François, professeur Patrick François, pour reviser ce que vous avez préparé. Maintenant, après avoir fini de reviser, d'améliorer ce que vous avez préparé, c'est à ce moment-là que vous pourrez contacter un directeur de thèse. Il faut éviter de contacter un professeur comme directeur avec quelque chose qui n'est pas présentable. Il va critiquer le programme. Il ne va pas vous critiquer, mais il va critiquer le programme. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Donc, avant de contacter un directeur de thèse, vous devez faire le point sur votre capacité à formuler un sujet de thèse, votre capacité à élaborer une problématique, votre capacité à élaborer une question de recherche, un objectif de recherche, hypothèse s'il y a lieu, et ensuite une bibliographie, et ensuite une méthodologie. Si vous n'êtes pas capable de faire ces choses-là, le directeur ne le fera pas à votre place. Le professeur que vous avez choisi ne le fera pas à votre place. Donc, le tuteur, c'est Patrick François qui est le tuteur sur cette question-là. Donc, vous avez élaboré quelque chose comme premier jet, vous contactez Patrick François pour corriger pour vous. Après avoir fini de corriger, c'est potable, mais vous pouvez contacter un professeur. Si le professeur fait déjà partie du programme, vous n'avez pas besoin de mon autorisation parce qu'il fait déjà partie du programme. Donc, nous avons un comité scientifique pour ce programme doctoral. Tous les membres du comité scientifique sont automatiquement habilités à diriger des recherches. OK? Maintenant, il faut éviter de contacter un tuteur pour votre directeur parce que là, vous allez créer des problèmes avec nous. Le tuteur, c'est un tuteur, il n'est pas professeur. Donc, c'est-à-dire, quand vous avez contacté un tuteur, c'est comme si vous validez le statut de... Parce que ce n'est pas parce qu'on a un doctorat qu'on est capable de diriger des thèses de doctorat. Donc, il faut faire attention. Donc, la première démarche, vous élaborez ce que vous voulez faire à un certain niveau. Vous révisez ce que vous faites, vous contactez un autre collègue, un autre étudiant, un autre doctorant pour réviser ce que vous avez fait. Ensuite, vous contactez Patrick François pour réviser ce que vous avez fait. Après avoir fini de réviser ce que vous avez fait, c'est à ce moment-là que vous pourrez contacter un directeur, un professeur comme directeur de thèse. Dans le cas contraire, il ne va pas répondre, ou du moins, s'il a répondu, il va critiquer le programme, ou bien il va critiquer l'université, ou bien il va vous critiquer. OK? So, il faut faire attention pour ne pas causer des dommages pour la santé du programme ou du moins pour la santé de l'université. Est-ce que ça fait sens, Nathalie, ce que je viens de dire? Absolument, absolument, c'est très clair. Il y a un processus qu'il faut suivre. Et nous avons fait ça et je fais ça avec mes étudiants et puis c'est pas de problème. Les étudiants savent que s'ils doivent venir me voir, ils doivent m'apporter quelque chose. Et ça encourage le professeur parce que vous lui dites que vous voulez vraiment travailler. De venir me dire ça en l'air, je veux faire ceci, non, non. Alors, je voudrais avoir une preuve que vous êtes en train de travailler. Et comme ça, on peut mieux vous aider. Parce que les lectures et tout ça, vous aurez des choses qui sont plus acceptables. Parce que, et puis par exemple, c'est que je viens de dire, qu'on corrige. Votre thèse doit être en français, pas en une autre langue. Et ça doit être bien écrit. Parce que si une dissertation n'est pas à la taille, elle n'est pas à la taille. On peut pas vous passer. Alors vous avez perdu de l'argent et tout ça. On voudrait que vous ayez votre doctorat, mais on voudrait aussi que vous y travaillez. Vous devez le mériter et que vous devez avoir un complexe d'infériorité vis-à-vis d'autres thèses.
Parce que vous savez que vous avez fait du bon travail, la thèse était acceptée et c'est ça. C'est pour cela qu'on voudrait pousser sur ça. Voilà. Vous poussez sur ça. Et vous êtes capable de faire ça, mais vous devez travailler. Tout le monde est brillant, tout le monde est intelligent. Mais il faut travailler pour ça parce que ça prend du temps. Il faut faire de sacrifices. Oui. C'est peut-être vous voulez partir à la plage, vous ne pouvez pas aller à la plage, il faut lire, n'est-ce pas? Mais c'est ce que vous devez faire. Et quand vous aurez votre doctorat, vous allez trouver que ça vous donne satisfaction et ça paie, si on peut le dire. Ouais. It pays. Voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais clôturer la session pour aujourd'hui. Nathalie, j'aimerais ajouter que le professeur chargé d'encadrer le doctorat dans le processus de rédaction de la thèse va être payé par l'UNIFOCAD. Où est-ce que nous avons trouvé cet argent? C'est ce que vous avez payé, c'est-à-dire les frais d'inscription que vous avez versés. Nous allons tirer une partie de ces frais pour payer le professeur. Donc, ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit, mes chers amis. Donc, ce qui fait que vous avez de choisir votre directeur de thèse. Si ça ne répond pas, s'il n'y a pas d'avancement, s'il n'y a pas de progrès, vous avez le droit de dire, bon, je ne veux pas dire révoquer, mais vous avez le droit de choisir un autre directeur. Mais pour éviter tout conflit, vous devez réfléchir avant de choisir quelqu'un. Allez sur Google Scholar pour voir ce que ce professeur a déjà réalisé. Regardez aussi la disponibilité du professeur, parce que le professeur peut être correct, mais trop occupé. Ouais, trop occupé. J'aime toujours dire qu'il y a mieux que moi. Et s'il y a mieux que moi, donc, je vous l'ai dit justement pour vous inviter à choisir le meilleur dans tout. Le meilleur dans la thématique que vous voulez traiter dans votre thèse. Donc, le meilleur dans votre problématique. Le meilleur dans la méthodologie que vous allez utiliser. Il faut toujours viser le meilleur professeur, la meilleure personne. OK? Maintenant, si vous êtes environ 20, 25, si le professeur Patrick François est trop occupé, peut-être, vous pouvez consulter Thais Begins. Il peut aussi réviser vos travaux avant de contacter un directeur de thèse. Mais tous ces gens-là sont placés pour vous aider, pour vous encadrer. Et rassurez-vous, quand vous écrivez à un professeur, à une personne ressource, rassurez-vous d'être courtois, d'être respectueux et puis d'être smart aussi. Ouais, vous devez faire preuve de leadership. D'accord? Et Rosette? Oui, pour ça. Oui, pour ça, je Allez-y. demandais que On ne peut pas vous entendre. quand vous dites qu'il y a... Allô? Oui. Ouais. Allez-y. Oui, je disais au professeur Desméraud que vous êtes mieux placé pour connaître ceux qui sont mieux dans les domaines où nous nous trouvons, dans nos domaines de recherche. Peut-être vous, en nous indiquant les directeurs, on pourrait faire de meilleurs choix. Parce que là, nous arrivons dans une institution où on ne connaît encore personne. Bon, peut-être vous allez dire qu'on regarde sur le net, mais je pense que l'Institut maîtrise mieux son personnel et dans quel domaine ils ont travaillé. Peut-être vous pourrez mieux nous indiquer ce qu'il faut, vers qui aller. Mais certainement, Merci. certainement. Ah, mais nous avons besoin d'avoir une idée sur ce que vous allez faire pour pouvoir vous orienter. Je ne peux pas vous orienter vers quelqu'un si que je ne suis pas au courant de ce que vous allez faire. Je ne peux pas dire que,
bon, mais Nathalie va encadrer Raoul. Je ne peux pas le dire ainsi. Donc, c'est le travail soumis par Raoul, un travail qui a été approuvé par Patrick François. Et bien, on va dire, bon, OK, sur la base de ce travail-là, eh bien, et Raoul va travailler avec Nathalie. Donc, c'est un exemple. OK? Mais quand Raoul travaille avec Nathalie, il va travailler aussi avec d'autres doctorants qui travaillent en même temps avec Nathalie. Parce que parfois, le support qu'un professeur va offrir à un étudiant va faire l'objet d'un support collectif, un encadrement collectif, c'est-à-dire vous vous inscrivez dans un laboratoire, le professeur travaille sur une problématique, parce que le professeur s'intéresse beaucoup plus à des problématiques qui font sens pour lui. Donc, si la problématique n'a aucun sens pour le professeur, il va prendre du temps pour vous accepter. OK? Voilà. Voilà. Alors, Raoul, une Oui, question? professeur, oui, oui, une question. Bon, en fait, c'est le problème lorsqu'on n'est pas à l'heure. Excusez-moi, c'est un peu mon problème aujourd'hui. Je tiens à m'excuser encore une fois de plus. On avait parlé de l'encadreur, du professeur qui se trouve dans nos pays d'origine. Vous avez dit qu'il fallait qu'il apporte son CV et il y avait d'autres documents encore parce que je devais le rencontrer. Il a dit qu'il voulait avoir plus d'informations pour l'encadrement. Puisque nous allons faire une co-direction, donc, qu'est-ce que le professeur va produire? Vous avez dit qu'il produisait son CV et à qui on adressait le CV. C'est ce que je voulais savoir. Puisque on a un professeur de l'IFOCAL, pour qu'il soit autorisé aussi à encadrer ici, il faudrait qu'il apporte son CV. Et qu'est-ce que je voulais savoir, les documents encore, s'il y a d'autres documents en plus de cela. Et Dionée, ça c'est votre question? Est-ce qu'il peut reprendre la question, s'il vous plaît? D'accord. Je disais que la semaine passée, j'avais posé ce problème-là. J'avais posé deux problèmes. Un problème déjà auquel on a trouvé apparemment une solution. Le deuxième problème, c'est de savoir l'enseignant qui va nous suivre aussi en Côte d'Ivoire, par exemple, dans nos pays d'origine. Il faudrait on avait dit que je devais envoyer un document à l'administration. Et il était question du CV de l'enseignant. J'aimerais savoir s'il y a un autre document, en plus du CV de l'enseignant, qu'il faut que l'enseignant qui va nous suivre ici aussi puisse produire. Et OK. c'est l'enseignant qui le fait ou c'est l'étudiant qui l'envoie de son mail. OK. Ordinairement, pour ces questions-là, ces questions-là sont traitées en réunion du comité de scientifique avant d'accepter avant d'accepter quelqu'un, le comité se réunit pour voir, etc. Donc, oui, mais continuer à travailler avec Patrick François. Et puis, ordinairement, le directeur le directeur chargé d'encadrer l'étudiant doit donner son mot aussi dans le choix d'un co-directeur. Il n'y a pas seulement le comité de scientifique du programme qui intervient, le directeur de thèse intervient aussi. Donc, oui, c'est une bonne question, mais attendons pour voir. Il faut pas brûler trop les étapes. Donc, il faut rester dans la première étape. La première étape qui consiste à élaborer un avant-projet de thèse révisé par Patrick François. Ensuite, ça fait sens pour Patrick François. Et puis, il recommande à Nathalie pour dire, bon, OK, ça fait sens. Et puis, Nathalie peut convoquer le comité scientifique du programme et puis pour dire, bon, OK, nous avons X, Y, Z, donc nous allons accepter ça, etc. Et puis, on peut assigner un directeur à un étudiant. Mais ça ne se passe pas de manière mécanique. Il y a une procédure, il y a un processus très sérieux, ouais, parce que nous engager à quelqu'un, il y a un frais à payer à cette personne, il y a un salaire. Le salaire vient des frais payés par les doctorants. Donc, nous devons faire attention pour éviter des frustrations de part et d'autre. OK? Voilà. Et voilà. Bon, alors, nous avons terminé notre session. S'il vous plaît. Nous venons de terminer notre session aujourd'hui. Bon,
nous allons nous rencontrer la semaine prochaine et je l'ai dit la fois passée, j'aimerais que vous apportiez ici à la session, que vous veniez au moins avec quelque chose que vous avez écrit sur la problématique. Ça ne doit pas être parfait, mais on aimerait voir ce que vous avez produit. J'aimerais que vous m'envoyiez ça avant le jeudi prochain. Si vous n'avez pas de problématique, vous ne venez pas au cours. C'est simple que ça. Pas de problématique, il ne faut pas venir parce que je ne voudrais pas perdre mon temps, n'est-ce pas? Alors, la problématique, je commence par demander 3 pages de la problématique. Et vous avez quelques idées essentielles que vous devez avoir. Et ce serait une problématique qui ressemble pratiquement à une introduction à votre thèse de doctorat. Et ça, je dois voir ça avant le jeudi de la semaine prochaine. Et si vous n'avez pas ça, je ne vous fais pas entrer à la session. C'est simple que ça. Parce que je demandais ça la fois prochaine, la fois passée, mais je comprends que les gens ne pouvaient pas écrire parce qu'ils n'avaient pas une description claire de ce que je voulais. Je vous ai donné maintenant, vous pouvez utiliser la version américaine, utiliser la version française, mais j'aimerais avoir une problématique. Et seulement ceux qui m'envoient leur problématique seront admis au cours prochain. Bon alors, une fois de plus, je vous remercie d'être venu et on se verra la semaine prochaine. Au revoir. Merci beaucoup, Nathalie. Merci beaucoup. Merci. Et puis, classe, vous avez cours plus tard à 12 heures, pas vrai? Oui, professeur. Oui, Nous professeur. avons cours à 12 heures. À 12 heures. Et jusqu'à présent, Martin n'est pas encore disponible. Donc, le cours va être dispensé par son assistant, Begensteus. Begensteus, c'est un cours très, très important. Vous devez accorder beaucoup d'attention à ce cours. Il faut faire beaucoup d'attention à ce cours. OK? Merci, Nathalie. D'accord, monsieur. Ciao. OK. Merci. Merci, classe. À plus tard. See you later. Ah, oui.